Bienvenue dans Breton d'ailleurs, à Mexico City, ses 20 millions d'habitants, une pollution record, mais aussi ses mariachis, ses narcotrafiquants, sur fond de croissance effrénée cette année, contrairement à d'autres pays d'Amérique latine. Bref, un pays qui se développe malgré la crise, un pays qui s'inscrit dans une tradition millénaire que nous allons découvrir. Avec ses 110 millions d'habitants, dont les 9 dixièmes sont des métis, ses 32 États, sa gigantesque capitale, tachetée d'espaces verts mais en proie aux embouteillages, le Mexique, pays méconnu, n'en est pas moins devenu la 12e puissance mondiale, une puissance agroalimentaire qui n'a plus rien à voir avec le tiers-monde. Mais ce pays qui ne sait pas se vendre et l'annulation de l'année du Mexique en France n'a rien arrangé, conserve une réputation sulfureuse. Mexico n'en est pas moins, beaucoup plus sûr que par le passé, sans parler du Yucatan, paradis touristique où les narcotrafiquants protègent soigneusement leur tranquillité, en espérant que la prédiction des Mayas, qui prévoit la fin du monde le 21 décembre 2012, ne se réalise pas. Si bien peu y croient, car il s'agit surtout de la fin d'un cycle, comme nous l'explique ce guide sur le site de Chichén Itzá, un véritable business s'est développé autour de cette date. Bon, derrière nous, il y a ce qu'on appelle le Scargo, on va dire l'observatoire. C'était les lieux dans lesquels les Mayas surveillaient les cosmos de vie. C'est une construction qui va être bien placée par rapport à les 4 points cardinaux et qui va représenter les 4 saisons qu'on a par an et qui va représenter aussi sûrement les 4 mondes préhispaniques qu'on a vécu avant celles qu'on est en train de vivre. Et à l'origine, l'homme il a vu qu'il était aussi fort que Dieu, quoi, non? Donc il paraît qu'au bout de certains moments, les hommes ils sont laissés de vénérer les dieux, quoi. Et à cause de ça, les dieux ils ont envoyé des phénomènes naturels, non? Parce qu'il paraît que le premier monde, ou bien le premier soleil, a été détruit à cause d'un éclipse. C'est-à-dire qu'on est resté dans le noir. Et à cause de ça, on n'avait plus de soleil, on n'avait plus de végétation. Donc apparemment, on attend un changement d'après la croyance préhispanique qui est représentée dans leur calendrier, quoi, non? D'ailleurs, c'est de ça que les Mayas parlaient le 21 décembre 2012, non? Un changement. Mais c'est un changement qu'on a commencé depuis très très longtemps. Non? Il n'y avait que les Mayas pour comprendre cette partie de la nature. C'est pour ça qu'on essaie de traduire, non, on va dire, l'écriture pour essayer de comprendre plus la mythologie ou la croyance préhispanique. Jean Meillard, bonjour. D'abord, Teotihuacan, c'est un peu la référence, le panthéon des Mexicains. Teotihuacan, c'est vraiment la matrice, on pourrait dire c'est la matrice culturelle et religieuse de toutes les civilisations de ce qui aujourd'hui est le Mexique. Car le Mexique tel que nous le connaissons aujourd'hui en extension géographique, c'est une création de la conquête espagnole. Auparavant, l'essai d'unification politique le plus poussé, c'est celui de la dernière vague d'envahisseurs, ceux que nous appelons les Aztèques, qu'à l'époque on appelait les Mexicas, et qui ont donné leur nom au Mexique. Les Aztèques sont les derniers arrivés, puisque ce sont des nomades qui descendent du nord, ce sont des chasseurs, récollecteurs, des guerriers redoutables, qui en particulier manient l'arc avec une habileté extraordinaire, mais ils arrivent en 1325. La ville de Mexico est fondée en 1325 et 2 siècles après, Hernán Cortés arrive et les remplace. Ils arrivent trop tard. Il décapite l'Empire, mais il le conserve. Hernán Cortés est un génie politique et militaire et il est monté sur les épaules des Aztèques. Il n'a pas détruit. 20 000 dans cette mégapole, les Français partagent avec les Mexicains un puissant ciment qui est l'anti-américanisme, comme le montre cet ancien conseiller d'ambassade qui fait la promotion de la chanson française sur une radio de Mexico. Hola, ¿qué tal? Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, samedi 29 septembre de l'an de grâce 2012. Sábado 29 de septiembre del año 2012. Soy el francesísimo Antoine Saint-Michel y les doy la bienvenida en el Top France México.
Quand j'étais en France, le Mexique me manquait, donc c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que je ne pouvais pas vivre ailleurs qu'au Mexique. Alors au départ, on me demandait des classiques, c'était Aznavour, c'était Edith Piaf, souvent Mireille Mathieu, mais Mireille Mathieu, j'avais quand même des réticences personnelles, mais bon, ça, question de goût personnel. Et puis après, les goûts ont évolué, le multimédia est arrivé, et puis j'ai fait connaître d'autres artistes. Ça a été Indochine, Mano Negra, Patrick Bruel, Alizé et même Nolwenn Leroy. D'ailleurs, si je ne la passe pas pratiquement toutes les semaines, j'ai un fan club ici qui me gronde. Je peux passer en breton, je peux passer en n'importe quelle langue, mais pas en anglais. En anglais, il y a un anti-américanisme, mais ce n'est pas concevable pour un Mexicain qu'un Français diffuse de la chanson en anglais, même si c'est chanté par un interprète français. Moi, je crois qu'il y a une prise de conscience de plus en plus forte chez les Mexicains de l'importance de conserver leur patrimoine, de conserver aussi, de prendre soin de l'environnement naturel. A ti, a tu belleza tan particular, a esa manera tuya de mirar, a tus mentiras y a tu gran verdad, tu verdad. A ti, a lo que fuiste. Alors il y a eu plusieurs interventions françaises et une histoire singulière entre la France et le Mexique. La présence française commence de façon spontanée, c'est-à-dire ce sont des émigrants. À partir de la Louisiane et à partir de Saint-Domingue, qui à l'époque était français, il y a des arrivées de Français au Mexique, aussi bien de l'élite que, disons, des prolétaires. Petit à petit, la France a commencé à nourrir des projets impérialistes vis-à-vis du Mexique, et finalement, ça débouche en 1861-1862 sur la fameuse expédition du Mexique. Dans ce pays où le romantisme et le nationalisme sont encore à fleur de peau, les artistes ont toujours droit de citer, comme on le voit dans le quartier des Coyotes, que nous présente ce journaliste d'origine rennaise qui a épousé il y a 2 ans une Mexicaine. J'allais rencontrer un vieil ami franco-mexicain qui habite ici et j'ai finalement rencontré celle qui est devenue mon épouse, qui est mexicaine. Et du coup, je me suis installé ici à Mexico et j'ai même fondé une famille puisque j'ai un enfant. Alors on est où ici? Dans ce quartier qu'on va découvrir, qui est le quartier de Coyoacán, la délégation de Coyoacán. C'est un quartier touristique qui est connu pour notamment ses artistes et ses écrivains depuis assez longtemps. C'est là, par exemple, que Frida Kahlo et Diego Rivera avaient élu domicile. La plus grande université du Mexique, mais aussi d'Amérique latine, se trouve très près. Pas moins de 300 000 étudiants. C'est une ville universitaire dans la ville. On trouvera ainsi sur la place, le centre ici de Coyoacán, de nombreux bars, restaurants, librairies et aussi Des amoureux. des amoureux. Voilà, des amoureux sur les bancs. Bah oui, évidemment, c'est un lieu de rencontre, un lieu de vie et on retrouve voilà, peut-être une tranquillité comme on peut imaginer les Mexicains vivant sous le soleil, à l'ombre d'un arbre, une certaine tranquillité. C'est presque provincial ici. Ça fait presque provincial. C'est un petit village dans la grande ville. Ça tranche un petit peu effectivement avec les quartiers populaires de Mexico où la vie est beaucoup plus dure. Il ne faut pas oublier que c'est quand même 50% de la population, un Mexicain sur 2 vit en dessous du seuil de la pauvreté. C'est un pays de contraste dans les inégalités notamment. On sait bien que l'homme le plus riche du monde est mexicain, Carlos Slim. Donc il y a une élite comme ça de la population qui est très très riche et il y a la majorité des Mexicains qui restent très pauvres. Un pays de contraste aussi parce que c'est un pays qui est plein de richesses. Il y a du pétrole, le premier producteur d'argent, des richesses minières très fortes, des richesses agricoles qui sont très fortes. Pourtant, voilà, en visitant un petit peu le Mexique, on comprend que tout le monde n'en profite pas de la même façon.
Dans l'instabilité actuelle du Mexique, notamment avec les narcotrafiquants, est-ce qu'on trouve les germes de ça dans ces soubresauts de l'indépendance mexicaine, dans cette révolution qui n'en finit pas? Je ne pense pas. Je n'utiliserai pas le mot d'instabilité parce que le Mexique est quand même le pays le plus stable d'Amérique latine. Le Mexique n'a plus... La dernière tentative de coup d'État est de 1929 et elle a échoué. De 1920 à 2000, c'est le même parti qui reste au pouvoir, mais avec une capacité d'adaptation, avec une souplesse extraordinaire. La stabilité existe. Ce qu'il y a, c'est la violence. Ce n'est pas l'instabilité. C'est la violence qui est une violence de type colombien. Et c'est un problème qui dépasse le Mexique, c'est un problème international. La violence colombienne a été un peu exportée. Alors, le malheur du Mexique, c'est qu'il a 3000 km de frontières continentales, donc continuité territoriale avec les États-Unis, qui sont le premier marché mondial, les premiers consommateurs de drogue. Et l'Amérique du Sud produit énormément de drogue. Au début, les Colombiens étaient les patrons, les Mexicains n'étaient que des passeurs, ils étaient employés par les Colombiens. Aujourd'hui, ce sont les cartels mexicains qui sous-traitent. Non seulement ils sous-traitent, mais même ils sont remontés à la source et ils sont implantés en Colombie, ils sont implantés au Pérou. Ils ont même passé accord avec les mafias russes pour avoir de l'héroïne qui vient d'Afghanistan et d'Asie centrale. L'homme le plus riche du monde est un milliardaire mexicain du nom de Carlos Slim. C'est dire si l'on peut encore faire fortune au Mexique comme l'ont compris les Bretons. Installé dans le pays depuis 14 ans, Erwan Lelguen a créé plusieurs sociétés dans la pêche et l'agrobusiness. Il représente également plusieurs entreprises françaises en Amérique latine. Erwan, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre agent au Mexique, en quelque sorte. Vous êtes arrivé il y a une douzaine d'années et vous êtes arrivé par la mission régionale d'exportation bretonne qui a disparu depuis, qui s'appelle Bretagne Internationale. Alors, aujourd'hui, Bretagne Commerce International, depuis 2 mois maintenant. Je suis arrivé ici à 14 ans pour terminer les études d'abord et ensuite j'ai commencé professionnellement, effectivement, avec la MIRCEB, anciennement MIRCEB, chez son relais ici au Mexique pour développer le business des boîtes bretonnes sur le Mexique. Il y a beaucoup de clichés au Mexique, des femmes disparues de Ciudad Juárez, les narcotrafiquants, l'insécurité, et puis finalement, c'est pas tout à fait ça. Tout à fait. En France, on a l'image d'un pays violent, à feu et à sang, ce qui est loin d'être la réalité. C'est-à-dire qu'ici, on se trouve à Mexico, c'est comme si nous étions à Paris. Le Mexique, aujourd'hui, est méconnu en France, et principalement des chefs d'entreprise qui voient le Mexique avec tous ces clichés qui sont Florence Cassès, qui sont les narcotrafiquants, et un pays pas forcément très bosseur, alors que ce n'est pas la réalité aujourd'hui. Le Mexicain est plutôt travailleur, jeune et qualifié, contrairement à ce que pensent les gens en France. Et les sociétés bretonnes et françaises ont beaucoup de potentiel. Vous aidez les entrepreneurs en agrobusiness à s'implanter au Mexique ? L'agrobusiness, agro-agribusiness fait partie des secteurs à fort potentiel que nous travaillons, où nous sommes même spécialisés. Il faut savoir que le Mexique aujourd'hui, c'est le 4e producteur d'œufs mondial, le 5e producteur de poulet, 7e en termes de production porcine et dans les 10 premiers en termes d'élevage laitier. C'est peu su en France également cette information. Aujourd'hui, on travaille avec énormément de groupes français pour les aider à s'implanter sur le Mexique et sur la zone, faire des affaires. Et également, on représente certaines sociétés. Donc il faut déjà parler la langue, sympathiser avec les Mexicains, la dimension affective est importante. Effectivement, nous accompagnons dans le cadre de nos activités des entrepreneurs français ici au Mexique. Et dans la plupart des cas, effectivement, il y a souvent un problème de langue parce qu'ils ne parlent pas l'espagnol. Et le français a tendance à être un petit peu direct dans son approche des entrepreneurs mexicains, alors que le Mexicain est un affectif, quelqu'un de plutôt sensible, et qu'il faut donc approcher d'une certaine façon. Et les Français ne sont pas forcément très forts dans ce secteur-là. Il faut connaître, mais on peut gagner beaucoup d'argent et beaucoup plus rapidement qu'en France ou en Europe, parce que les opportunités sont illimitées. Dès qu'on se bouge un peu, on peut monter des réseaux, on peut se monter des réseaux d'affaires très rapidement, on peut atteindre rapidement des ministres
chose qui en France est inconcevable. Donc après, forcément, quand on a ce type de contact, on peut rapidement faire des affaires. Nous sommes maintenant à Cancún, qui fait un peu penser à la Floride avec ses plages, ses palmiers et son eau turquoise. Nous sommes allés à la rencontre de Philippe Roussel-Jourdain, un véritable aventurier issu d'une famille de bigoudènes liée à Père Jacques Elias. Arrivé à Mexico en 1982, il avait été quasiment expulsé des États-Unis. Chaleureux et grande gueule, cet admirateur de Pétain et Le Pen a débarqué sans un sou à Cancún et pour ne pas mourir de faim, il fit découvrir la baguette française aux Mexicains. Incroyable succès, Philippe en vend aujourd'hui 10 000 par jour à travers sa dizaine de sandwicheries Ticos et en est à son deuxième mariage avec une Mexicaine. Alors voilà, ici nous arrivons sur la terrasse de mon appartement où nous avons une vue sur ce qu'est véritablement la beauté de Cancún et les Caraïbes mexicaines. De ce côté-là, c'est l'île des femmes, Isla Mujeres, très connue exactement des Français. Et là, vous avez, voilà, il n'y a rien à dire, tout est là. Voilà. Je suis arrivé à Mexico et puis j'ai trouvé du travail par rapport à mes capacités. J'ai travaillé dans une entreprise d'un Français mexicain qui s'appelait José et qui m'a donné une chance. J'ai commencé à faire de la baguette avec lui. Ça m'a donné une idée. Je suis descendu à Cancún en pleine évolution et je suis parti là-dedans. J'ai eu tellement de mauvaises expériences pour travailler avec les gens qui ont de l'argent. J'ai dit, je vais essayer avec des gens qu'on n'en pas. Et alors, évidemment, c'est un peu plus difficile au début, mais c'est beaucoup plus sérieux. Et puis, en fin de compte, je suis arrivé à ce que j'ai aujourd'hui. Là-bas, dans la zone hôtelière. Zone hôtelière, à faire un petit sandwich pour les gens qui passaient. Très bon prix. À l'époque, je pense que c'était à 1,20 $ le sandwich, qui n'était pas à Cancún. Ça a été un peu lent et qui a été au démarrage finalement? C'est les taxis. Les taxis, ce sont toujours les gens qui te donnent les meilleurs endroits pour manger. La baguette, on peut la manger dans une voiture et j'ai lancé ça sans savoir que ça allait devenir un super succès. Aujourd'hui, voilà, nous sommes arrivés à 9 points de vente, 7 dans des pompes à essence qui ont été pour moi très bien, et puis le mien qui est un petit peu traditionnel avec mes petites photos bretonnes de toute ma famille. Et c'est dur la Bretagne? Absolument, c'est une terre de souffrance. C'est le Far West de la France. On peut avoir envie de la fuir, mais on y revient. Ah, et la fuir, c'est sûr. Et revenir parce que c'est beau, c'est authentique. Chapeau de mon arrière-grand-père. Évidemment, à Bleuzeven, nous avons eu un événement sympathique et j'étais là-bas. C'était... Changement de style et de génération avec Samuel Jouot, professeur de géographie à l'université de Mérida. Une autre philosophie de vie, en effet, celle du tourisme solidaire au village de Sabache. Hello Samuel, comment ça va? Salut Hubert, comment vas-tu? Content de te connaître. Alors on est où ici? Alors on est dans un petit village qui s'appelle Sabache. Qui est situé à 1 heure au sud-est de Mérida, grosso modo. Donc on est à l'intérieur de l'état du Yucatan et sur ce qu'on appelle l'anneau de Cénoté. Bon alors, Samuel, au départ tout ça est parti de l'idée d'un navigateur breton et d'une coopération avec la région des Pays de Loire. En effet, à l'origine de cette coopération entre le Yucatan et la région Pays de Loire, il existe un lien qui est une course transatlantique, la Solidaire du Chocolat, qui part de Nantes et de Saint-Nazaire, et qui va vers le port yucatèque de Progreso. Donc la première édition c'était en 2009 et il y a eu une seconde édition en 2012. Ah. Hubert, je te présente Don Vicente. Don Vicente, très honoré. Comment ça?
Bien, un poco de tos. Ah, il a un petit peu de tout, il se sent un petit peu malade. ¿Cuál es tu actividad aquí? Aquí, pues, mi actividad, todo. Leñar, hacer milpa. Il fait un petit peu de tout, et donc l'activité de couper du bois, l'activité aussi de sa milpa, c'est-à-dire de son champ, et puis il aide aussi au tourisme. Et si tu regardes sur sa casquette, c'est une casquette de la Solidaire du Chocolat, justement. Les villageois en fait s'organisent pour accueillir les touristes, donc, et ce tout au long de l'année, et c'est eux qui perçoivent quasi la totalité en fait de ce que paye le client. Ici on est à 3 heures de Cancun, 3h30, mais surtout on est dans une philosophie qui est vraiment différente de celle de Cancun, puisque les populations mayas en fait sont dans leur village. C'est vraiment le Mexique traditionnel. On est dans le Mexique profond quelque part. Alors qu'est-ce qu'elles font ces femmes? Alors on a ici présente Doña Juliana et Doña Firmina, et là elles sont en train de préparer les galettes de maïs que vous allez manger tout à l'heure avec le plat qu'elles nous préparent, c'est-à-dire un pollo en escabeche. C'est vraiment une recette de tortilla qui est élaborée à base de maïs. Le maïs vient du champ directement. Il est ensuite moulu, mélangé avec de l'eau. Et puis ça donne cette pâte, et ça passe donc sur ce qu'on appelle le comal en fait. ¿Se puede pasar, Irene? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien? Ah. C'est une vie rudimentaire, comme tu peux t'en apercevoir. Et on est sur des villages avec des forts taux de marginalisation. Donc les hommes n'ont pas forcément de travail dans le village, car l'or vert en fait dans le Yucatan, c'est-à-dire le sosquil, le henequen, qui est un cactus, n'est plus vendu. Donc les hommes sont obligés de migrer vers Mérida pour aller faire des petits boulots de maçonnerie, de jardinerie. Et donc c'est seulement les femmes qui restent ici dans le village en fait. Me voy mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene la cultiva, de cuál de los dos será. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte. Porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Donc en fait on se situe ici à une plateforme qui est à 17 mètres sous le sol. Et ensuite, sous nous, c'est grosso modo 30 mètres de profondeur. Enfin, dernière étape à Mérida, la ville coloniale à 300 km de Cancun, où Éric Sanson a redonné dans son bar ses lettres de noblesse à l'alcool populaire qu'était le mezcal, au détriment de la tequila. Buenas noches. Bienvenido. Eric, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bienvenido. Bienvenido. Allez, montre-moi ton bar. Écoute, ici on a la mezcaleria. Ouais. Je te présente Fred, notre patron qui lui est basque. Comment ça va? Voilà, la diaspora basco-bretonne à Mérida. Après pour le mezcal, la gave la plus courante c'est la gave espadine. Mais on a une quinzaine de plantes différentes qu'on peut utiliser pour le mezcal. Bon, qui buvait du mezcal? On commence à avoir maintenant des dates très précises qui sont de 3500 ans, c'est-à-dire 1500 ans avant Jésus-Christ. La tequila, en ce moment, est de moins en moins consommée
parce qu'ils ont fait n'importe quoi en fait. Ils ont envoyé de la tequila de très mauvaise qualité, donc les gens ont un a priori maintenant de plus en plus négatif. Et le mezcal qui arrive, qui est 100% agave, 100% traditionnel, commence à prendre des parts de marché de plus en plus. J'étais en dernière année en fait à Sciences Po. J'étais surpris par l'immensité du pays, par le fait aussi que je parlais déjà espagnol, donc c'était vraiment un plus. Je suis devenu fou du pays très très vite, quoi. Arriver au Mexique et faire un business, ça se fait pas comme ça, quoi. Moi j'ai dû être employé pendant des années, je continue à l'être d'ailleurs. J'ai ma société d'import en France, ma société d'export au Mexique et puis le bar. Nous vous avons donc présenté des Bretons bien différents de Mexico à Cancun, en passant par Mérida, dans ce pays émergent, à la fois violent et attachant. Et nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission consacrée cette fois à l'Inde. À bientôt.